Intitulé ce talk les enjeux de la modularité. Et moi je m'appelle Antoine Salès, je suis ingénieur logiciel et ce qui me drive, c'est dans mon métier de tous les jours, c'est la curiosité et la passion. Je suis quelqu'un de très curieux, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans l'écosystème Java. Je gravite toujours autour de cet écosystème-là. Et mes activités principales, c'est le conseil, la formation et bien sûr le build, surtout de produits, d'applications de gestion majoritairement. Dans les domaines DevOps, dans le cloud, le system design, et ce qui me botte pas mal aussi, c'est l'urbanisation. C'est de se demander comment on organise les gens avec les logiciels. Donc ouais, je suis beaucoup drivé par la stratégie, par le pourquoi, et aussi du coup par le comment. Je suis quand même un gros techos. Et voilà, un petit aperçu de ma boîte à outils, de ma stack. Et donc je travaille chez UNUP. UNUP, donc c'est une ESN qui a 5 ans cette semaine même, je crois. 5 ans, donc il y a une ESN qui est née à Nantes et qui s'est exportée qui a exporté son modèle dans quelques autres villes que vous pouvez voir là. Et UNUP accompagne ses clients depuis l'analyse des besoins jusqu'à la mise en production au travers de 3 domaines, le design, le build et le testing, sur différentes expertises que vous voyez là aussi, le web, DevOps, la blockchain, le mobile, l'agilité et la data. Et voilà un peu comment le plan de ce talk, et je vais commencer par vous expliquer pourquoi ce sujet, pourquoi ce sujet précisément, pour les enjeux de la modularité, pourquoi ça m'est venu en tête et pourquoi j'ai eu envie d'en parler. Et les enjeux de la modularité, effectivement module, mais qu'est-ce qu'un module logiciel? Quand j'ai commencé à écrire, très vite, je me suis dit, mais en fait, ce terme-là, il n'est pas clair. Donc on va s'intéresser à ça. Et enfin, le cœur du talk, mais pourquoi c'est forcé à modulariser? C'est forcé parce qu'effectivement, pour modulariser, il faut dépenser de l'effort. Et pourquoi dépenser cet effort? Et on finira par, du coup, quelques outils et principes et pratiques de modularité. C'est pas le cœur du talk, mais je vais en citer quelques-unes. On commence par pourquoi le sujet? Pourquoi ce sujet? En fait, du coup, dans ma vie d'ingénieur logiciel, je lis comme beaucoup d'ingénieurs logiciels, je lis beaucoup à droite à gauche, beaucoup d'articles, Medium entre autres, beaucoup de bouquins d'IT, et je me suis rendu compte qu'il y avait toujours un terme qui découlait qui apparaissait à plein d'endroits dans ces lectures, les modules. On le lit partout, il faut rendre nos logiciels modulaires. Ça, on le lit, ça semble être une vérité établie. Et depuis 10 ans que je tourne autour de la stack Java, donc on a des choses comme du Java, les modules de Java qui sont arrivés en Java 9, Maven, Gradle, et dans les monolithes modulaires, et voilà. Là aussi, revient à chaque fois le concept de module. En fait, quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que j'étais pas bien sûr de ce que c'était qu'un module. J'ai posé des questions à droite à gauche autour de moi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi pour toi un module? Et arrivé aussi très vite la question de c'est quoi la différence avec un composant, un plugin? Voilà. Donc j'ai essayé de répondre à ça. Et je me suis aperçu qu'on se cargo-culte en permanence plein de principes, de pratiques, qu'on peut voir par exemple, j'ai mis un extrait ici. Si j'en lis quelques-uns, ouais, tel dont ask, les principes solides, le semantic versioning. Et, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ces principes-là rendent nos logiciels modulaires? Et en fait, dans ce talk, dans ce talk, j'ai pas l'intention de vous expliquer ces principes-là, mais plutôt de s'intéresser à leur pourquoi. Donc il est probable que vous appreniez pas de nouveaux concepts, mais par contre, ce que je vais faire, je vais prendre plein de concepts à droite à gauche, ces concepts-là, et je vais essayer de les relier entre eux et de trouver les corrélations qu'ils ont entre eux. Et avant tout, j'ai envie de faire un disclaimer. Ce talk est clairement opinionated. Et j'aime bien faire la distinction entre opinionated et dogmatique. Et en fait, quand je me suis dit ça, je me dis, tiens, je vais m'intéresser à la définition de ces deux mots, et je vous la propose. Je vous propose celle que j'ai trouvée. Opinionated, ça serait un opinion tranchée, mais flexible. Flexible, c'est-à-dire ouvert aux objections, ce que je suis totalement. Et tranché, ça veut dire une position qui est claire parce que c'est rationalisé, je me suis informé. Alors que dogmatique, pour le coup, c'est vraiment opinion tranchée et péremptoire. Vraiment, pour ceux qui ont la ref. Voilà, je vous donne aussi quelques-unes des inspirations qui m'ont accompagné dans cette réflexion. Parce qu'en fait, quand je suis parti sur cette écriture, je me suis dit, tiens, je vais écrire ce que je sais, alors qu'en fait, non, j'ai dû découvrir moi-même les concepts sur lesquels je vais parler. Et voilà, la modularité, ok, mais qu'est-ce qu'un module logiciel?
Eh bien, en fait, pour répondre à ça, j'ai décidé, je me suis dit, tiens, je vais faire la distinction entre module et composant, parce que les deux semblent être un peu la même chose. Et en fait, j'ai trouvé une distinction que vous trouverez probablement nulle part. C'est celle que je me suis donnée à moi-même avec mes recherches, et je vous la donne. La différence, ça serait que avec des composants, on a des systèmes qui sont là. Ils ont un besoin qui est commun. Euh, et ces besoins, c'est ces systèmes qui ont un besoin commun, en fait, il va se mettre il va y avoir par exemple un composant qui va émerger afin de répondre à ce besoin-là. Et ensuite, une fois que les systèmes auront utilisé ce composant, un autre système qui arrive dans la partie, qui a le même besoin, il va pouvoir aussi appeler ça. Si je fais un peu une métaphore, ça serait par exemple des composants électroniques. Je sais pas, un transistor PNP machin chose, c'est un composant. Il a une interface bien définie avec ces 3 pins qui vient se connecter, et n'importe qui dans le monde qui a ce besoin-là peut acheter ce transistor-là, l'installer sur sa petite carte, et ça va répondre à son besoin. Alors que pour le coup, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait un module, c'est un petit peu différent. Un module, il y a un système qui existe, qui est d'un point de vue abstrait, d'un point de vue systémique, et ce système a un besoin ultra spécifique. Et on va développer du coup un autre système qui répond exactement à ce besoin, et celui-ci et pas un autre. Mais là, pour le coup, l'interface va être vraiment custom. Si je fais là encore une métaphore, ça pourrait être par exemple, une fois que le bricoleur do-it-yourself il a fait sa petite carte électronique et il a mis tous ses petits composants dessus pour répondre à son petit besoin de domotique custom, il a créé une carte électronique qui est unique au monde, qui a une interface unique au monde, et du coup qui va pouvoir plugger dans sa maison. Cette petite carte là qu'il a fait, c'est un module, c'est pas un composant. Voilà, donc le composant, pour récapituler, euh, euh, ça serait un système qui répond à un besoin ponctuel et spécifique chez un système unique. Quelques règles aussi, j'ai établi quelques règles que doit respecter un module pour vraiment pouvoir se faire appeler module. Il encapsule son implémentation interne, il a des frontières qui sont claires, et donc du coup il expose une API qui est claire, et il n'a aucune dépendance cyclique. Aucune dépendance cyclique, on verra un petit peu plus tard ce que ça veut dire, et il est couplé suffisamment faiblement avec ses dépendances. Voilà à peu près pour la définition d'un module, et là du coup, je vais essayer de répondre à la question pourquoi s'efforcer dépenser de l'effort pour modulariser nos logiciels. Et pour commencer, je voudrais commencer par une petite histoire de quand j'étais gamin en fait. J'entendais souvent cette phrase de mes parents, Antoine va ranger ta chambre. Et quand j'étais gamin, je trouvais ça super difficile. Parce que très très vite, dans mon processus mental, dans ma tête, j'arrivais à ah bah ça, ce truc-là, ça se met où? Ça se met où? Ça se met où? Et j'en ai marre, voilà, surcharge mentale, j'abandonne. Et ce que j'avais pas encore compris à l'époque, c'est qu'en fait, chaque chose doit avoir une place attitrée. On doit le prendre et dire, tiens, ça, oui, je me souviens, ça va dans telle boîte. Et moi, je jouais au Lego. Je vous laisse imaginer un petit peu la complexité pour arriver à catégoriser les choses et savoir dans quel endroit ça se met. Et du coup, le fait de devoir se demander en permanence ça va où? En fait, ça décharge notre charge mentale. Ça nous prend de l'énergie. Le fait de prendre des décisions, c'est quelque chose qui est très coûteux pour le cerveau, pour l'esprit. Et devoir se dire ça va où? C'est une décision, c'est une prise de décision, et ça décharge complètement notre énergie mentale. Et après, il en reste du coup plus du tout pour les choses importantes, pour dire tiens, maintenant que j'ai tout rangé ma chambre, à quoi je vais jouer? Voilà, plus d'énergie pour arriver à inventer une histoire. Et en fait, je trouve que c'est exactement pareil pour le design logiciel. Quand on a un logiciel où on sait où mettre les choses, où les choses ont une place, on les prend, on les met à leur place. On les prend, on les nomme. Tiens, je suis dans le sous-domaine order. Tiens, ça, je sais comment je vais le nommer parce que je suis dans ce sous-domaine-là. C'est beaucoup plus facile de nommer ces choses et de les ranger dans un système modulaire. S'il y a un emplacement évident pour les concepts, la charge mentale est plus faible. Et ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, mon processus mental pour ranger ma maison était très semblable à celui que j'ai tous les jours quand je design des logiciels. Ça ressemble un petit peu à ça. En fait, donc, du coup, on a un système avec plein de choses en bazar à droite à gauche, enfin en bazar un peu mélangé.
Et mon processus mental, c'est un petit peu ça. Je prends un objet qui est soit devant moi, ou alors qui est manifestement pas à sa place, ou alors juste devant moi, devant mon nez, et j'essaie de le catégoriser. Donc là, on pourrait catégoriser par couleur, c'est ce qui apparaît le plus évident. Que aussi, quand je catégorise un petit peu des objets de la vie courante ou alors des éléments logiciels, j'ai souvent deux choix qui m'apparaissent clairement. C'est catégoriser par usage ou bien par fonction. Par à quoi ça sert ou bien qu'est-ce que ça fait. Par exemple, une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux, sa fonction, c'est couper. Par contre, son usage, ça peut être varié, un peu différent. On peut avoir une paire de ciseaux qui sert à ouvrir le paquet de pâtes ou alors le paquet de lessive, et des ciseaux qui servent les ciseaux de couture, qu'il ne faut surtout pas utiliser pour couper le carton des pâtes. Ça, du coup, c'est un classement qui est plutôt par usage. Et du coup, la façon de ranger ne va pas être tout à fait la même. Et donc, du coup, dans le processus mental pour ranger, mettons qu'on catégorise la paire un peu par couleur. On va les regrouper par couleur. Voilà, les rouges là, les bleus en bas à gauche. Et voilà, c'est bon. Une fois on a réussi à catégoriser, c'est rangé. Et très vite, quelque chose qui se passe, c'est que avec la vie courante du système, la maison, le logiciel, les commits qui sont faits régulièrement, les montées de version, les vulnérabilités qui peuvent être retrouvées, on a, euh, euh, on a les concepts qui commencent à se remélanger, on a le chaos, le bazar qui commence à revenir. Et ça, en fait, il y a une grandeur physique pour parler de ça, c'est l'entropie. L'entropie, donc, c'est une grandeur physique qu'on applique à la physique, mais moi, j'aime bien l'appliquer aussi au logiciel. Parler d'entropie logicielle pour dire que dans un système logiciel, si on n'apporte pas d'énergie de l'extérieur, alors le système va se désorganiser de lui-même, rien que par le fait qu'il existe et que le temps passe. Et donc du coup, l'entropie, grandeur physique, qui caractérise le degré de désorganisation d'un système. Donc là, c'est vraiment la désorganisation. Et comment est-ce qu'on fait pour limiter la propagation de l'entropie, pour faire en sorte que les objets ne s'éparpillent pas au fur et à mesure où on les utilise? Eh bien, tout simplement, c'est les boîtes. Moi, j'adore ce concept de boîte, c'est génial. Souvent, à Noël, quand on me demande hey, Antoine, tu veux quoi pour Noël? Je dis des boîtes, j'adore les boîtes. Parce que les boîtes, ça a le pouvoir magique de contenir l'entropie. Alors, les boîtes physiques, effectivement, mais aussi en logiciel, on a la chance dans le logiciel d'avoir plein de choses qui sont des boîtes. Les fonctions sont des boîtes, parce qu'elle a une frontière, les classes sont des boîtes, les modules Java, les modules Maven sont des boîtes, les repos Git sont des boîtes. On a plein de sortes de boîtes différentes qui n'ont pas toutes les mêmes pouvoirs, mais en tout cas, elles ont un pouvoir en commun, c'est celui de contenir l'entropie. Quand on met quelque chose dans une boîte, on dépense de l'effort pour l'y mettre, et du coup, quand on secoue la boîte, tant qu'on la secoue pas trop fort, les éléments ne vont pas sortir d'eux-mêmes de la boîte. C'est exactement ce que je raconte ici. Maintenant qu'on a nos boîtes, on a effectivement les éléments qui sont regroupés dedans, et même si il y a un peu d'énergie qui est apportée, ils vont bouger, mais rester cantonnés à cette boîte-là. On a réussi avec les boîtes à limiter l'entropie. Donc la modularisation, c'est entre autres ça, c'est maîtriser l'entropie logicielle dans nos systèmes. Alors la métaphore avec la maison s'arrête ici, parce qu'en fait la particularité dans nos logiciels, c'est que nos modules, ils ont des voies de communication entre eux, ils communiquent, ils s'envoient des messages. Et donc c'est là du coup que le concept de dépendance, on a le module rouge qui envoie des messages, qui a besoin d'informations, qui envoie des messages au module orange, il y a une dépendance entre les deux. Et qui dit dépendance dit couplage. Un couplage, ça veut dire en gros que, je crois que je l'écris un petit peu après, que quand un des systèmes change, il a des chances de faire changer aussi le système qui a une dépendance envers lui. Donc il y a du couplage entre les éléments dans le logiciel. À partir de ce concept de couplage, j'en ai tiré une espèce de ma définition de ce que ça veut dire modulariser. Ça serait concevoir le système de manière à relâcher le couplage entre les éléments. Le couplage soit moins, c'est un degré en fait, le couplage, il peut être soit très fort, soit fort, soit faible. Et c'est vraiment un curseur. Donc, de manière à relâcher le couplage entre les éléments et assurer la cohésion fonctionnelle au sein de chacun. Le couplage, qu'est-ce que j'ai mon couplage? J'ai pas mis la définition. Et donc du coup, cohésion fonctionnelle, qu'est-ce que ça serait? La cohésion fonctionnelle, c'est est-ce que les éléments dans ma boîte, est-ce que les éléments que j'ai mis dans ma boîte, ils répondent tous plus ou moins au même usage?
Et c'est là que je reprends l'exemple avec mes ciseaux de couture ou de cuisine. Si je fais une boîte dans ma maison où je mets tous les ciseaux de ma maison, les ciseaux de couture, les ciseaux de cuisine, les ciseaux à bois, etc., et je mets tout ça dedans, et ben donc je le pose au milieu de ma maison. Et ben quand ma compagne dans son atelier de couture, elle a besoin des ciseaux, elle est obligée de descendre au milieu de la maison, prendre la boîte, prendre ses ciseaux, remonter. Et moi, quand j'ouvre mon paquet de pâtes, et ben dans ma boîte, j'ai les ciseaux de couture. Qu'est-ce qui m'empêche de les prendre? Ça se trouve, je suis pas réveillé, je sais pas qu'il faut pas couper le carton avec, et donc c'est la catastrophe. Et donc du coup, cohésion fonctionnelle, pour l'avoir, il faut plutôt catégoriser par usage. Et donc on va mettre plutôt dans le module cuisine, on va mettre un composant qui va être le ciseau domestique, alors que dans le module atelier de couture, on va mettre le composant ciseau de cuisine, ciseau de couture. Et donc là, du coup, il y a moins de chances de faire une régression, d'abîmer le ciseau de couture en cuisinant. Donc là, c'est un exemple de modularisation, par exemple, associé dans le contexte d'une cuisine. Définition du couplage. Si elle était là, ma définition du couplage. Donc, dans quelle mesure un système va changer, lorsqu'une de ses dépendances change. J'ai un module, par exemple, j'ai illustré ça avec un module billing et un module fraude. Billing appelle l'interface de fraude. Si fraude change, dans quelle mesure est-ce que billing va devoir s'adapter, devoir changer, ou alors peut régresser. Donc là, ouais, c'est dans quelle mesure, donc ça reste toujours le couplage incurseur. Donc là, il y a plusieurs types de dépendances. Là, ce que j'ai modélisé, c'est une dépendance fonctionnelle. Billing a besoin de l'interface de fraude et elle est unidirectionnelle. Mais le couplage, lui, il est un peu dans les deux sens. Une fois que billing dépend fonctionnellement de fraude, du coup, il y a des gens derrière quand même. Et donc, il y a une responsabilité morale de se dire, tiens, maintenant qu'on a un client, une dépendance, on a la responsabilité de ne pas les faire planter. Donc du coup, l'équipe de fraude est dépendante de l'équipe de billing, dépendante du fait que billing existe et qu'il ne faut pas le faire planter. Donc dépendance fonctionnelle dans un seul sens, par contre, autre type de dépendance, potentiellement bidirectionnelle. Et les autres types de dépendance impliquent aussi du couplage. J'en ai listé quelques-unes, en cherchant sur Internet, j'en ai trouvé plein d'autres. Celles qu'on utilise tout le temps forcément, quand on est en Java dans un module Maven ou Gradle et qu'on déclare une dépendance, c'est une dépendance fonctionnelle. Je veux appeler l'API de tel module, c'est fonctionnel. Une dépense de data, c'est-à-dire tiens, il faut que les data existent pour que ma fonctionnalité puisse marcher, c'est une dépense de data, il faut que les data existent, par exemple sur une base de données. Type de dépense de float control. Float control, c'est le fait de se dire attention, cette fonction-là, la fonction g de x, je ne peux l'exécuter que quand f de x a été exécuté. Elle ne s'appelle pas l'une l'autre, mais par contre, pour que le système puisse fonctionner, il faut que G s'exécute après F. Donc voilà, flow de contrôle. Et dépendance temporelle, où là du coup ça ressemble au flow de contrôle aussi, c'est pas du avant-après, c'est plutôt quand il y a des notions de temps. Attention, temporellement, mon système doit répondre dans les 10 millisecondes par exemple. Voilà, attention, il existe plein de types de dépendances, et c'est pas parce que ce que je voulais dire par là, c'est pas parce qu'il y a une dépense fonctionnelle que la dépendance est unidirectionnelle. Le fait qu'il y ait d'autres dépendances, ça rend le fait que le couplage va dans les deux sens. Et la cohésion, ça serait le degré auquel les éléments d'un module sont étroitement liés avec un objectif unique et bien défini. Ça, c'est ce que je racontais un petit peu avec la boîte à ciseaux. Et j'essaie de lister un peu les grandes raisons de pourquoi c'est forcé à modulariser. Et la première vraiment qui m'est venue en tête, c'est faciliter le changement. Je pense que beaucoup de choses autour de l'agile software development tournent autour de ça, faciliter le changement, le fait de rendre le changement facile, c'est au cœur de l'agilité. Et j'aime bien cette citation de Ken Beck qu'il a fait sur Twitter il y a très longtemps. C'est Make the change easy, warning, this may be hard. Attention, donc rendre le changement easy, rendre le changement facile, faciliter le changement. Attention, ça peut être dur. Puis ensuite, faire le changement facile, le changement qui est du coup pour le coup facile. Et vraiment, la partie importante de cette phrase, en fait, c'est celle qui est entre parenthèses, je trouve, c'est attention, ça va être dur. Et c'est là qu'est la notion d'effort, s'efforcer à modulariser. Et faciliter le changement, ce que ça permet de faire, une fois qu'on a réussi à faciliter le changement, c'est d'avancer par itération. Itérer, donc, effectivement, c'est un mot qu'on entend aussi beaucoup.
Et pareil que pour les modules, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire itérer? Sur Internet, paf, 15 000 définitions différentes. Donc j'ai essayé un peu de créer un peu ma définition de ce que veut dire itérer à partir en croisant les sources. Et ça pourrait signifier, itérer signifie pour moi expérimenter un petit changement, étape 1. Ensuite, observer le système se comporter avec ce changement. Et ensuite, décider, en étape 3, conserver ou retirer ce changement. Est-ce que le changement que j'ai apporté, il a été bénéfique pour mon système? Est-ce qu'il a, je sais pas, amélioré les performances, apporté la valeur métier que les utilisateurs demandaient? Et c'est ça, itérer. C'est essayer, expérimenter, observer et décider si on garde ou pas. Et ça, c'est possible en fait qu'en software, parce qu'on manipule du soft. On ne peut pas faire ça avec du hardware, parce que essayer et revenir en arrière, c'est très difficile avec du hardware, avec des matériaux à gérer. Et quand on code, en fait, le fait d'une fois qu'on travaille du software, en codant, en fait, coder, ça sert pour moi à apprendre et à découvrir le métier de notre application, c'est-à-dire la complexité essentielle de notre application. On va la découvrir en majeure partie en codant. Il y a certaines questions, j'espère que vous l'avez remarqué vous aussi, qu'il y a certaines questions métiers, elles ne sont levées qu'au moment où on s'est vraiment mis à implémenter la feature, parce que la vérité est dans le code. Quand on modélise le monde avec du code, à un moment donné, il faut que ça compile ou il faut que ça compile, ça ne peut pas ne pas compiler, il faut que le code soit cohérent, et du coup la question métier va apparaître. Et en codant par itération, on découvre aussi les contraintes techniques que va avoir notre application. Par exemple, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de choisir une typologie de base de données, orientée document, orientée graphe, orientée relationnel, avant d'avoir commencé à mettre vraiment de la data métier, et à persister, à récupérer la donnée dans la base de données. Et donc je trouve que c'est en itérant, en codant, qu'on s'aperçoit des contraintes techniques qu'on va avoir besoin. Et ça, pour le coup, ça s'appelle plutôt la complexité obligatoire. Et enfin, en itérant, ce qu'on arrive à découvrir, ce que coder permet de découvrir, c'est l'état de dette technique de l'application. De la dette technique, c'est-à-dire à quel point c'est difficile de rajouter du code dans l'application, à quel point il y a des choses qu'on s'est dit, tiens, ça on le fera plus tard. Et ça, pour le coup, c'est la complexité accidentelle. Et tout ça, on ne peut le découvrir qu'en codant une application. Et donc, il faut itérer pour avancer en logiciel, mais pour itérer, il faut rendre le changement facile. Et comment est-ce qu'on rend le changement facile? En modularisant. Elles étaient là, les étapes. En codant, ouais. Voilà, mes histoires de complexité, elles étaient là. Le métier de notre application, la complexité essentielle, contrainte technique, la complexité obligatoire, et la dette technique, c'est la complexité accidentelle. Et ce que j'ai remarqué, c'est quand on essaye d'estimer le travail qu'on a à faire, on se concentre beaucoup sur la complexité essentielle. Alors que l'obligatoire et l'accidentel me semblent être la plus grosse partie, en fait, de la réalité des tâches. Alors pourquoi faciliter le changement? Pourquoi est-ce qu'il faut faciliter le changement? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que l'environnement logiciel change et change vite. Qu'est-ce qui change en fait dans un logiciel? On a le système, voilà, ce que j'ai modélé, c'est un peu le système et son environnement en noir autour. Et ce qui change, c'est les besoins du marché, les besoins de l'utilisateur, le hardware va changer autour, je sais pas, il suffit que dans le data center, ils aient remplacé les disques durs par des SSD, voilà, il peut y avoir plein de choses, il y a du hardware qui change, l'architecture CPU est passée en ARM, c'est plein de choses qui changent dans l'environnement logiciel, les dépendances vont changer, les failles de sécurité vont changer, donc même si on ne touche pas à notre logiciel, même si on n'y touche pas, l'environnement, lui, va changer. Ça, c'est sûr, l'environnement va changer. Le système n'a pas bougé, et pourtant, le fit entre le système et l'environnement est carrément moins bon, alors qu'on n'a pas touché au système. Donc, on se doit, même si on a une application qui tourne en prod depuis 10 ans, où il n'y a pas besoin de rajouter des choses, il faut le rendre quand même facilement modifiable. Il n'y a pas d'excuse, même pour cette raison-là, même pour ce contexte où on a un logiciel qui roule bien, je sais pas, un badge d'extraction de données qui tourne depuis 10 ans. Non, il faut aussi le rendre facilement modifiable parce que l'environnement change. En fait, quand on facilite le changement, il y a un petit peu un autre argument pour dire qu'il faut faciliter le changement, c'est qu'il y a
il y a des données, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, il y a des données derrière pour montrer que ça a un effet bénéfique. Je ne sais pas si vous connaissez cette roadmap, cette carte. Ça vient du coup, alors je ne sais plus si ça vient exactement de Dora ou du livre Accelerate. Donc Dora, c'est DevOps Research and Assessment, qui était à l'origine, qui était une origine de Google et qui est passé sous forme de fondation autonome, qui régulièrement va voir les organisations qui performent, regarde quels sont leurs objectifs et quelles sont leurs pratiques. Donc, on va prendre plein de métriques et ensuite essayer de faire des corrélations entre les pratiques et les outcomes qui en ressortent. Et du coup, il y a cette carte qui est sortie dans le bouquin. Oui, il me semble que c'est dans le bouquin Accelerate qui est sorti. Et on a sur la gauche de la carte, on a des pratiques. Et dans celle qu'on peut voir, par exemple, dans le petit rectangle, oh mon curseur, le petit rectangle qui est là, on a par exemple, hop, je l'avais entouré, elle est là, loosely coupled architecture, architecture faiblement couplée, ça c'est la modularité, c'est le fait de modulariser nos applications. Et si on regarde ce que la carte nous dit que ça va, en ayant une architecture faiblement couplée, on va permettre le continuous delivery. Autrement dit, la modularité est un prérequis à faire du continuous delivery. Et quand on fait du continuous delivery, là aussi, il y a plein de... Voilà, si j'entoure juste toutes les flèches sur lesquelles ça mène, il y a job satisfaction, ça semble plutôt important. Organisationnel performance, ça semble aussi important. Less burnout, et oui, mine de rien, ces rapports-là ont montré que le continuous delivery permet de faire moins de burnout. Et ces outcomes-là, voilà, on peut affirmer sans trop de doute que la majorité des entreprises veulent avoir ces outcomes. Et donc, voilà, grâce à ces datas, que je vous invite à aller regarder, une architecture modulaire, pas que, il y a aussi d'autres choses à côté, permet d'avoir tout ça. La raison numéro 2 de pourquoi s'efforcer à modulariser. Alors là, je reviens un petit peu sur l'histoire de charge mentale dont je travaillais tout à l'heure, et quand je me suis intéressé à la charge mentale, je me suis aperçu que ça a été théorisé, qu'il y avait un domaine de la psychologie qui s'intéressait à la charge mentale, qu'il y avait l'air d'avoir un consensus scientifique dessus, et donc je suis tombé sur un schéma qui revient un petit peu à droite, un petit peu partout, que j'ai simplifié, j'ai enlevé le bloc de gauche pour que ce soit plus simple, plus clair. Et voilà ce que ça dit. Voilà ce que ça dit de qu'est-ce que c'est que la charge mentale. Là, du coup, j'ai aussi rajouté une métaphore avec un ordinateur. La charge mentale, c'est comme si l'esprit était un peu un logiciel. On a la mémoire de travail, donc on peut associer ça à la mémoire RAM, la mémoire à long terme, qu'on peut associer ça au disque dur, à la mémoire ROM, et on a en entrée l'attention, voilà, les sens. J'ai mes yeux, je vois du code sur mon écran. J'ai mes oreilles, ouais, j'entends des informations de mes collègues. J'ai un cerveau imparfait, donc du coup ma mémoire de travail elle est soumise à l'oubli et aux erreurs, tout comme ma mémoire à long terme. Et du coup il faut forcément faire communiquer ces deux espaces de mémoire. Et quand je me dis tiens, je vais travailler sur le banded context order, sur le contexte métier, métier de la commande, je vais dire tiens, j'arrive sur ce contexte-là. Je vais devoir faire un context switching du coup, où je vais devoir aller chercher dans ma mémoire à long terme tout ce que mon esprit sait à propos de ce domaine-là et de toute la complexité accidentelle qu'il peut y avoir dans le code de ce domaine. Et donc du coup, je charge tout ça dans mémoire de travail. Et une fois que j'ai fini de travailler, maintenant je fais un contexte switching, et tiens, maintenant je vais aller travailler, j'ai besoin pour une raison ou une autre d'aller travailler sur le contexte billing. Et bien là, du coup, je vais devoir prendre les informations mémoire de travail, en encoder une partie, parce qu'il y a l'oubli aussi, et les mettre dans mémoire à long terme. Ce qui se passe, c'est un petit peu ça. Mémoire à long terme, du coup, je vais charger tous mes contextes, parce que là, du coup, c'est le cas où on a une faible modularité. On a une faible modularité, on a trois contextes qui ont tendance un peu à avec de l'overlap. Ils ne sont pas très bien découpés, leurs frontières sont pas assez claires. Et donc du coup, c'est-à-dire que quand je vais vouloir travailler sur le contexte jaune, par exemple, le contexte order, je vais devoir le charger, mais comme il est très fortement couplé aux deux autres domaines qui l'accompagnent, je sais pas, le vert et le bleu, je sais pas, par exemple, fraude et billing, comme on parlait tout à l'heure,
Et ben du coup, je vais devoir charger tout ça en charge mentale, alors que moi, ce que je voulais, c'était juste de travailler sur le modèle jaune. Alors que ce qu'on aurait pu faire, du coup, ce que ça va amener, c'est forcément, je vais faire des erreurs, et ma mémoire de travail, elle va surcharger. Il n'y a peut-être pas assez de place dedans pour mettre ces trois modules, et du coup, ma charge mentale explose. Comment est-ce qu'on peut faire pour l'alléger, cette charge mentale? Pourquoi est-ce que la modularité, ça va alléger la charge mentale? C'est plutôt ça la question. Parce que du coup, là, on va avoir les trois domaines qui sont découplés. Ils peuvent avoir des dépendances entre eux, le module jaune qui dépend du module vert, par exemple, mais ils sont découplés. Et vu qu'ils sont découplés, je peux me mettre à travailler sur le modèle order uniquement. Le modèle order, il est là. Je le charge dans ma mémoire de travail. Je fais abstraction des autres domaines parce que le fait d'avoir démodularisé, d'avoir relâché le couplage, je peux modifier mon système jaune sans risquer avec un plus faible risque d'impacter mes deux autres modèles. Donc voilà, le fait d'avoir modularisé, ça allège la charge mentale. Ça, j'en suis persuadé. Et du coup, ensuite, si, mettons, une fois que je vais avoir fini de travailler sur mon module jaune, je peux me le décharger de ma mémoire et me dire, OK, maintenant je peux travailler sur mon module vert et aller travailler dessus. Et je les ai chargés indépendamment dans ma mémoire de travail qui, du coup, n'a pas débordé. Et je reviens encore sur ce conseil de tout à l'heure en rapport avec la boîte de ciseaux. Mon conseil, c'est modulariser par usage plutôt que modulariser par fonction. Pour appliquer ça un peu plus clairement sur du logiciel, ce que j'ai vu souvent et que j'ai moi-même fait souvent avant d'avoir compris ça, c'est dans un logiciel, se dire tiens, on va faire un package avec tous les contrôleurs, tiens, je vais faire un package avec tout ce qui concerne la persistance, et là je vais faire un package avec tout ce qui concerne, je sais pas, la validation. Ça, c'est un classement par fonction, et du coup, je trouve que c'est une recette pour la catastrophe. Ce que je fais maintenant, c'est plutôt faire une modularisation et un classement par usage. C'est-à-dire, tiens, ça, c'est le module order. À l'intérieur, il y a des contrôleurs, un package domain avec toutes les entités métiers, des repositories un peu des adapteurs, des repositories pour aller interagir avec ma base de données. Et dans le module d'à côté, le module billing, il y aura aussi un contrôleur, du domain et des adapteurs. Voilà, je n'ai pas regroupé tous mes contrôleurs ensemble, j'ai vraiment deux blocs ensemble. Et ça, c'est plutôt un monolithe modulaire. Si on décide que c'est dans un seul et même runtime, c'est plutôt un monolithe modulaire qu'un monolithe tout court. Ensuite, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Voilà à quoi ça pourrait. Voilà à quoi ça ressemblait avant, effectivement, c'est ça. On a tous les contrôleurs qui sont d'un côté. On a tout ce qui concerne SQS d'un côté, le domain. Et tous les contrôleurs au même endroit. Et au moment où du coup on veut travailler sur le concept, le contexte de l'order, on est obligé de se charger toute l'application en mémoire. Alors que du coup, avec un système un peu plus comme ça, on peut se dire, tiens, quand je charge mon module, mon domain, par exemple, cancel order, j'ai mis domain, c'est plutôt use case. Le use case cancel order, il a autour de lui tout ce qui le supporte et je peux le modifier sans avoir à impacter le pay order use case, par exemple. Oui, c'est pas domain, c'est plutôt use case. Et ils ont sûrement des choses en commun, bien sûr, et on peut les mettre en commun, par exemple, au milieu, avec des interfaces, bien sûr. Ensuite, raison numéro 3 de modulariser. Je me suis dit, tiens, modulariser, ça sert aussi à paralléliser. Pourquoi? Parce que en software, par rapport au hardware, on a la chance de pouvoir faire ça, c'est de pouvoir construire l'étage numéro 2 du bâtiment avant l'étage numéro 1. Comment est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est du soft, c'est du software, et on a, du coup, quand on modularise, le concept d'interface, c'est-à-dire un module consomme le service d'un autre module. Comment il fait? Il passe par son interface. Et le fait de passer par l'interface, c'est que du coup, on peut avoir un contrat d'interface. Et une fois que le contrat d'interface il est négocié, il est plus ou moins établi, on peut se dire tiens, je vais développer le module de gauche et le module de droite en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils respectent le même contrat. Et donc du coup, on peut se dire tiens, le module qui consomme un service, il peut se développer entièrement, faire abstraction du fait que le service qui consomme n'existe pas encore, et quand même arriver à faire son dev. Et si on n'a pas cette réflexion, en fait, si on se dit absolument, si on essaie de se maintenir en tête, je dois faire le module A avant le module B, on se retrouve du coup avec des Gantt,
Gantt qui sont des diagrammes de Gantt qui sont pas du tout adaptés au logiciel. Pourquoi? Parce qu'en logiciel, le monde change très très vite, les besoins changent très vite et les besoins changent le temps qu'on est terminé. Et donc du coup, en modularisant, on va pouvoir plutôt s'approcher d'un de parallélisation, faire des plus petites équipes, plutôt que se dire tiens on a une seule grosse équipe à qui on va essayer d'affecter les tâches du Gantt. On va plutôt avoir plusieurs petites équipes qui vont travailler indépendamment sur les modules qui s'appellent les uns les autres avec les interfaces au milieu. Alors du coup, il y a plusieurs façons de s'organiser. Mettons là dans ce système, on pourrait dire tiens, je mets une équipe sur le module de gauche et une équipe sur le module de droite, donc chacune l'ownership de ces modules-là. Et en fait, il y a plusieurs façons de les organiser, ces deux équipes-là. Et ça, on le retrouve dans le bouquin Team Topology, qui propose plusieurs types d'équipes, et aussi plusieurs modes d'interaction. Là, c'est plutôt la colonne des modes d'interaction qui m'intéresse. Où on peut dire soit on va les faire collaborer. Collaborer, donc ça voulait dire que du coup, les équipes vont communiquer entre elles. On va communiquer vraiment avec des messages, en se parlant, etc. On peut aussi dire les équipes vont communiquer uniquement par les interfaces. Elles vont juste faire le contrat d'interface et se servir de ça pour communiquer. Et facilitating, je l'ai plus. Je l'ai plus facilitating. Mais en tout cas, je vous invite fortement à aller voir Team Topology pour tout ce que ça arrive à formaliser comme idée autour de l'organisation des équipes sur les logiciels. Et raison numéro 4 de modulariser, c'est l'explosion combinatoire. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est quand on a un énorme système avec plein de choses à l'intérieur, un énorme système logiciel avec plein d'équipes dedans, plein de logiciels ou de modules, de choses qui s'appellent les unes les autres, on a envie de pouvoir mettre en prod et être sûr. Ça, pouvoir avoir un bouton, on clique dessus, et si c'est vert, on met en prod, si c'est rouge, on met pas. Ça, vraiment, c'est ce qu'on a envie d'avoir. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait du continuous delivery. Sauf que quand on a un système qui est extrêmement couplé, par exemple, on a trois classes et on a plein de cas possibles dans chacune des classes, on a une explosion combinatoire qui se fait. Et du coup, pouvoir tester tous les cas, le cas de tiens, mes données en entrée elles vont passer par le cas numéro 2, le cas 1 et le cas 3. Il y a aussi le 1-3-1, le 3-3-3. Voilà, on a une explosion combinatoire. Donc là, j'ai fait que 3 éléments. Très vite, on se retrouve avec des explosions combinatoires qui dépassent le nombre d'atomes dans l'univers. Et du coup, on perd cette capacité à appuyer sur un bouton et de savoir si on peut mettre en prod oui ou non. En modularisant, on peut se dire tiens, donc on relâche le couplage, ce qui veut dire qu'on peut impacter un module en impactant faiblement, en évitant les risques de régression sur les autres. Et donc du coup, ça veut dire que du coup, ma couverture fonctionnelle, mes tests unitaires qui testent mon domaine et tout le reste des tests qui est autour, je peux le faire tourner, avoir une réponse, tiens, ce module-là, il est vert, je n'ai rien cassé, donc le module est assez petit pour ne pas avoir d'explosion combinatoire, il est vert, je peux rien casser, je peux le déployer. Je peux le déployer en production tout seul parce qu'il est vert. Et donc du coup, ce que je vois souvent, c'est effectivement des pyramides de tests complètement inversées où le système étant tellement, le couplage tellement fort, et le couplage est tellement fort que on ne peut mettre en prod que tout en même temps, et donc du coup, on se retrouve avec des étapes de test qui sont extrêmement longues et qui sont même pas fiables, puisque des fois, l'étape de test va dire vert, alors qu'en fait, il va y avoir une régression 1 heure plus tard en prod. Et puis du coup, ça met très très longtemps à faire tourner. En fait, modulariser, c'est pour aller un peu plus loin, je vous envoie un keyword. Modulariser, ce que ça permet de faire, c'est d'appliquer la stratégie de divide and rule. On entend aussi des fois divide and conquer, mais sur Wikipédia, c'est plutôt décrit en divide and rule. Divide and rule, et donc du coup, ça va permettre de contrôler la complexité, où on va du coup avoir chaque module qui peut se déployer indépendamment. On va par exemple le versionner avec du semantic versioning. Et du coup, on va pouvoir dire, tiens, le module A, il est en version 3.4.5, le module B en version 1.2.7. Et cette idée de semantic versioning va permettre de créer une espèce de relation de confiance entre les équipes, dire ouais, moi je n'ai upgradé que ma version mineure de SemVer, donc je m'engage, je mets en prod et je m'engage, est-ce qu'il n'y a pas de régression
sur le module A qui est appelant. Donc effectivement, même en faisant ça, on peut se retrouver avec des régressions. Ça peut arriver. Le module B va peut-être pouvoir faire des régressions sur le module A en mettant en prod tout seul. Il peut y avoir des cas un peu alambiqués. Mais il faut pas mettre en prod forcément comme ça. Il faut appliquer des techniques de déploiement. La première qui me revient en tête, c'est par exemple la méthode des stratégies de déploiement, comme par exemple le Canary, de se dire on va déployer que sur une sous-partie des utilisateurs. Les autres, il y a 99% des utilisateurs qui appellent la version 1.2.7. Je mets ma version 1.2.8 et je fais en sorte qu'il n'y ait qu'une partie des utilisateurs qui l'appellent. Avec de l'observabilité, je regarde ce qui se passe, ou alors même je fais un système de auto-heal qui va, je sais pas, par exemple, redescendre la version 1.2.8 si elle détecte la moindre anomalie. Voilà. Il existe plein de techniques pour ça, mais il faut vraiment essayer de garder une pyramide de test qui soit vraiment une pyramide et pas un cône de glace. Voilà. Voilà pour les raisons. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est ouais, mais du coup, on a dit que c'était un curseur un peu la cohésion et le couplage, mais où s'arrêter? Où s'arrêter? Eh bien, là, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur Dora. En fait, comment déterminer si le degré de modélisation est suffisant en utilisant les métriques Dora? Que je n'ai même pas cité tout à l'heure, mais en gros, les voilà, les métriques Dora, qui permettent entre autres de mesurer la performance de delivery ou de plein de tout ce qu'on voyait tout à l'heure dans Accelerate. On a le délai de modification. Le délai, donc en anglais, ce qu'on voit souvent en anglais, c'est le lead time. Délai de modification, le temps qu'il faut entre le moment où on commence à travailler sur quelque chose, alors je ne sais plus exactement ce que c'est dans la version 2023 ou 2024 de Dora, si c'est l'expression du besoin ou si c'est le moment où on commence à travailler dessus. Je ne sais plus lequel de deux c'est. La fréquence de déploiement, est-ce qu'on déploie, plusieurs fois par jour, tous les jours, toutes les semaines? Voilà. Le taux d'échec des modifications, c'est je mets une modification en prod, je mets sans modification en prod dans le mois. Sur ces modifications-là, quel pourcentage qui a induit une régression ensuite. Et le temps nécessaire à la restauration, c'est le temps vraiment qu'il faut pour dire tiens, il y a eu un bug en prod, combien de temps je mets à le restaurer? Et là, il y a eu un petit changement dans le dernier rapport Dora. Avant, c'était le temps nécessaire à la restauration, c'était à partir de la détection du problème jusqu'à la résolution. Et là, il y avait plein de high performers qui sont repassés en 2023-2024 en low performers, parce que maintenant, cette métrique-là, c'est plutôt à partir du moment où la dernière mise en prod a eu lieu jusqu'à la résolution. Alors qu'avant, c'était la détection. Sauf que la détection, elle peut arriver 3 semaines après la mise en prod du bug. Alors, donc avec ces 4 métriques, en allant les relever, on peut se dire, tiens, les métriques sont satisfaisantes pour les besoins métiers, mes besoins opérationnels, donc je m'arrête là. Oui, effectivement, dans mon module, il y a encore des techniques. Ces deux modules-là pourraient être encore plus modularisés, mais je m'arrête là parce que mes métriques sont suffisantes. Et tiens, ça me fait penser, j'ai vu un talk lundi dernier à propos de ces 4 métriques. Il y a des outils maintenant pour automatiser le relevé de ces métriques, et je crois que ça s'appelle Dave Lake. D-E-V-L-A-K-E. Avec Dave Lake, on peut aller se plugger sur des systèmes comme par exemple un GitLab pour aller relever ces métriques automatiquement, à condition d'avoir une CI/CD pas trop custom, bien sûr. Donc voilà à peu près pour la modularité. Et c'était surtout du pourquoi. Je me suis dit, on va quand même mettre quelques comment, donc des outils, principes et pratiques. Et voilà, la première chose qui me vient en tête, moi, quand je veux modulariser, c'est l'architecture hexagonale, qui est plutôt un ensemble de guidelines d'architecture que vraiment une architecture fixe. Il y a plein de façons de faire de l'architecture hexagonale, mais en gros, en gros, le principe, c'est de pouvoir séparer sa logique métier de ces deux, la logique métier de ces je vais dire adapteurs, mais du coup, comment expliquer ce qu'est un adapteur? Séparer sa logique métier de ses interactions avec l'extérieur, ce qui rentre ou ce qui sort. Et de respecter un dependency flow, de se dire, mon domaine, il est tout seul et il ne dépend pas de ma base de données. Le domaine ne dépend pas, la logique métier ne dépend pas de la base de données, ne dépend pas des contrôleurs HTTP. Ça va être plutôt l'inverse. Et ce que ça permet de faire ça, c'est de valider l'entièreté de la logique métier avec uniquement des tests unitaires, c'est-à-dire rapidement. Rapidement, je lance mes tests unitaires, j'ai ma réponse une seconde plus tard, qui en est 5 ou qui en est 10 000. Et donc je sais si j'ai cassé ou pas ma logique métier en faisant ma fonctionnalité. Et donc du coup, je peux aussi refactorer.
refactorer afin de réduire ma complexité accidentelle, de contrôler l'entropie. Voilà, donc il y a plein de façons de faire de l'architecture hexagonale. Il y a plein de façons aussi de nommer. L'architecture aussi ressemble à l'architecture port adapteur, c'est plus ou moins la même chose. Il y a la clean architecture on peut aussi appeler ça plus ou moins la même chose. Voilà à peu près comment moi je fais ça dans un projet en Java. Un peu les nommages que j'utilise. On voit pour les ports, souvent on voit le vocabulaire driving, driven. Moi j'appelle ça inbound, outbound, ce qui rentre, ce qui sort, parce que j'aime bien le concept de in ou de out. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Et l'architecture hexagonale, pour moi, c'est une très bonne façon de modulariser. Et simplement, même pour un problème métier très très simple, même pour une toute petite application, je vais faire l'hexagonal parce que je me sens à l'aise avec, ça va être intuitif. Et il y a une espèce de convention un peu autour. Et donc je sais que du coup, d'autres développeurs qui vont arriver sur ma petite application vont quand même se dire ah tiens là c'est les adapteurs, ah tiens là c'est les entités, tiens là je sais que dans le domaine entité j'aurai que du métier. Et je vous invite aussi à, si vous faites de l'architecture hexagonale, dans une team un peu plus large où les conventions du coup peuvent ne plus suffire, à aller rajouter des tests d'architecture, par exemple dans la stack Java avec ArcUnit. Autre moyen, autre principe pratique pour modulariser, le semantic versioning. Voilà, le semantic versioning, ça relâche le couplage en disant, tiens, la version est passée de la 3.2.5 à la 3.2.6 par exemple. Donc du coup, je sais que je m'engage à ce qu'il n'y ait aucune régression, aucune modification fonctionnelle. Donc voilà, les trois chiffres, c'est correction mineure. Si je ne bouge que le chiffre qui est à droite, correction mineure, performance ou qu'est-ce que ça va être? Oui, ou correction d'anomalie. Correction d'anomalie, tout à fait. Si je bouge le chiffre du milieu, je passe de la 3.2.5 à la 3.3.0, ça veut dire que je viens de rajouter une nouvelle fonctionnalité. Il est possible de faire quelque chose de nouveau avec le service que j'expose, mais c'est rétrocompatible. C'est-à-dire que les gens qui utilisent encore mon service en version 3.2.5, ça va. Ils peuvent appeler un service en 3.3.0, ça va fonctionner chez eux. Et là c'est le attention, ça ne se base que sur la confiance. On peut aussi rajouter de l'automatisation des tests du contract testing, par exemple je l'ai perdu, avec pact.io par exemple. Et enfin, si on bouge le chiffre du devant, changement majeur, breaking change, je passe de la 3.2.5 à la 4.0.0. Alors là, attention, si vous avez développé votre module qui me consomme en 3.2.5, il va y avoir fortement des régressions. Et un autre principe que j'aime bien aussi, j'ai été sur le blog de Martin Fowler lui prendre son schéma très très simple, tel don't ask, c'est le fait de se dire, au lieu d'aller, on a la logique métier, au lieu d'aller récupérer de la data quelque part, par exemple, dire tiens j'ai un service et des data classes, aller chercher dans la data class la donnée, puis faire ma logique métier, ma logique, mes if, mes switch case, etc. de mon côté. Ça, je vais plutôt éviter. Ça, c'est plutôt le ask. Je demande la donnée et j'agis avec. Le principe tel dont tu ask, c'est plutôt de dire tiens, j'ai la logique à faire. Ok, je vais plutôt m'adresser à la data class qui contient cette donnée-là et je vais lui dire tiens, fais-moi ça. Tiens, fais-moi ça. Donc, on met la logique qui utilise ces data à l'intérieur. En fait, c'est même le principe, on pourrait dire le principe de l'approche orientée objet, parce qu'on a là le petit carré logique data. En gros, ça, c'est un objet. Ça, ce n'est pas un objet. Ça, c'est pas un objet. Il n'y a pas de comportement dedans, ce n'est pas un objet. Au sens PO. Voilà. Donc, je vous invite à utiliser ce principe-là de tel don't ask, si vous voulez faire de la PO, bien sûr. Si vous faites de l'AFP, de la programmation fonctionnelle, ça va être un peu différent, mais là, je parle surtout d'OOP. Et si vous deviez retenir 3 choses de ce que je viens de raconter, ça serait ça. Premièrement, utiliser des interfaces. Pour moi, vaut mieux trop d'interfaces que pas assez. Quand on entre dans une chambre d'enfant où c'est le bazar et qu'on y lance des boîtes et qu'on referme la porte, oui, il y a des objets en plus dans la chambre, mais pour moi, il y a moins de bazar, il y a moins de désorganisation qu'avant qu'on les ait lancés. Parce que une fois que les boîtes seront là, il y a des endroits où mettre les choses. Donc, ouais, vaut mieux trop d'interfaces que pas assez. Deuxième chose à retenir, limiter le nombre et la profondeur des dépendances fonctionnelles. Si on a A qui dépend de B, qui dépend de C, qui dépend de D, si D change, il y a A qui peut régresser, donc limiter la profondeur des dépendances.
Et enfin, prenez soin de votre charge mentale. Ça sert à plein de choses pour le logiciel, mais aussi à éviter les burn-out. J'arrive à la fin de ma présentation et est-ce qu'on est disponible est-ce qu'on a du temps pour des questions? Est-ce qu'il y a encore du monde de connecté? Eh ben, je vous invite à envoyer des questions. J'en ai pas encore vu dans le chat, mais allez-y. Il y a une question. Eh bien, je ne la vois pas dans les commentaires. Ah, dans les commentaires. J'étais sur chat privé, pardon, je n'avais pas vu. Ah, bah, je vais lire un petit peu tout ce que vous m'avez raconté. Ok, bonjour à tous. Oui, c'est un peu tard, mais bonjour à tous. Merci d'avoir mis un petit peu vos profils. Tiens, salut Étienne. Et on a une question, c'est le principe repris dans les monorepos. 19h05, la question remonte à 20 minutes. Excuse-moi Axel, le principe repris dans les monorepos, est-ce que tu peux repréciser sur quel principe dont on parlait? Axel Duvaché. Le principe repris dans les monorepos. Alors, de quoi est-ce que tu parlais? Il y a 20 minutes, j'étais sur quoi? Ça devait être par là. Je ne sais pas si on a toujours Axel. Bon, je ne sais plus exactement sur quel principe il voulait nous parler. La séparation des modules sous forme de lib. Sous forme de lib. La séparation des modules sous forme de lib, oui, effectivement. Je vais retrouver un petit peu la slide. Séparation des modules sous forme de lib. Ouais, alors peut-être qu'au moment où je parlais de monolithe modulaire, séparation des modules sous forme de lib. Oui, alors, il y a, le concept de monorepo, donc si on va, il y a un site web qui décrit ça bien ce que c'est qu'un monorepo. Il y a pas mal de choses à respecter pour avoir un monorepo. Moi, j'aurais plutôt appelé ça monolithe modulaire. Monorepo, pour moi, c'est un terme qui porte un peu plus de concepts que ça. Il y a, pour moi, monorepo, ce qu'il y a au centre de ça, c'est la mutualisation de la façon de déployer. C'est très lié au concept de platform engineering pour moi, le monorepo. Et effectivement, si on fait un monorepo correctement, on va devoir séparer ces contextes métiers différents dans des modules différents, ouais, dans des librairies, un peu, dans des librairies, en fonction de si on a choisi si elles s'appellent avec du réseau ou si elles s'appellent par le runtime, si elles sont dans le même runtime. On peut avoir un monorepo qui est sous forme avec du réseau dedans, donc ça va être plutôt, on peut appeler ça microservice ou orienté service, et un monorepo où du coup on a sous forme de librairie. Moi j'aime bien ce concept-là. On va dire chaque contexte métier avec son équipe qui a son ownership sur ce contexte métier va être une librairie. Une librairie de quoi? Une librairie d'une espèce d'application, enfin d'une espèce de module qui contiendra pour ceux qui font du Java le Spring Boot application, quoi, qui sera l'entry point du monolithe modulaire. Et ça j'aime bien. J'espère que ça répondait à ta question. Ah, monorepo au sens découpage fonctionnel. Par usage. Ouais, alors oui, alors c'est pas le sens que je donnerais à un monorepo, ouais. Mais oui, pourquoi pas. Effectivement, dans un monorepo, il faut faire un découpage par usage plutôt que par ce que fait les éléments. Et l'usage, oui, c'est le contexte métier. Changer les questions avec avec un temps de retard. Ok, j'ai l'impression qu'on est bon sur les questions. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce talk. J'espère que ça vous a plu. Je suis parti là-dedans un petit peu en me disant tiens, je vais écrire ce que je sais, alors qu'en fait j'ai dû apprendre moi-même ce que je vous ai raconté. Mais c'était un vrai plaisir. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Et je déco.